Est-ce que vous voulez vous rapprocher un peu? Alors, nous sommes il y a 2,9 milliards d'années. On est le 14 mai dans le calendrier. Je vous rappelle, vous êtes toujours des bactéries dans l'océan. Même s'il y a eu l'apparition des premiers continents, ça n'a pas changé quoi que ce soit à votre vie de petites bactéries et d'archées. Vous êtes toujours dans les océans. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette station? Je crois que c'est la photosynthèse. Ah, j'ai cru que tu allais me dire on sort des océans. Mais effectivement, on en est loin. C'est effectivement la photosynthèse. Bravo. Alors, il y a 2,9 milliards d'années, effectivement, la photosynthèse apparaît chez les bactéries. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une énorme révolution du vivant. Jusqu'ici, les premières bactéries, elles avaient un métabolisme d'ailleurs qui est encore objet de recherche, quoi. Est-ce que c'était un peu de la fermentation comme mes grains de kéfir? Est-ce que c'était des réactions chimiques à partir des éléments qu'il y avait autour des bactéries? Mais en tout cas, là, les bactéries trouvent un nouveau moyen de produire de l'énergie à partir de la lumière du soleil. Est-ce que vous savez m'en dire un petit peu plus sur la photosynthèse? Comment ça fonctionne? Je crois que c'est la chlorophylle. On arrive à, en captant l'énergie du soleil, en fait, l'énergie lumineuse, quoi, à la transformer en énergie chimique, enfin, former une forme de sucre, des glucides, qui vont servir à l'énergie de la plante. Mais là, il n'y a pas encore de plante à l'époque, mais en tout cas, voilà, ça sert d'énergie de base après, ça fait de l'énergie chimique pour la bactérie, en l'occurrence. Yes. C'est pas juste l'énergie du soleil qui est transformée en sucre, ça prend d'autres molécules en entrée. L'équation de la photosynthèse, c'est du CO2 avec de l'eau, H2O, en présence de lumière. Ça donne des sucres, C6H12O6, et ça rejette de l'oxygène O2. C'est ça l'équation de la photosynthèse, qui devrait être écrite au fronton de toutes les écoles, je trouve. Tout à fait, parce que c'est quand même l'équation du vivant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même... on va en parler là, mais c'est quand même dingue. Donc effectivement, on prend du CO2, il y en a plein partout, du CO2. De l'eau, il y en a plein. Et grâce à l'énergie du soleil, donc on n'est pas dans les tréfonds des océans, mais on est plutôt à la surface des océans. Grâce à l'énergie du soleil, on transforme ça en sucre, donc en une grosse molécule organique, en sucre et en un déchet qui nous sert à rien à ce stade-là, qui s'appelle l'oxygène. Jusqu'ici, il n'y avait pas d'oxygène, je vous rappelle, libre, ni dans les océans, ni dans l'atmosphère. Donc au début, l'oxygène est un déchet. Ça, c'est une révolution du vivant parce que ça va donner entre 10 et 100 fois plus d'énergie aux bactéries. Donc les bactéries qui jusqu'ici végétaient un peu dans l'océan, là d'un coup, waouh, super pouvoir, 100 fois plus d'énergie, quoi. Vous voyez bien que ça va permettre 100 fois plus de choses par la suite, d'avoir beaucoup plus d'énergie. Mais moi, je crois surtout que c'est la respiration avec l'oxygène qui est super énergétique. C'est ça le truc, je crois. On en reparlera quand elle apparaîtra. Mais là, pour l'instant, à ce stade-là, entre des bactéries qui ne faisaient pas de photosynthèse et des bactéries qui font de la photosynthèse, c'est entre 10 et 100 fois plus d'énergie. Au début, la photosynthèse, d'ailleurs, anoxygénique, au tout début, c'est avec du soufre. Et rapidement, elle évolue en photosynthèse oxygénique, donc avec de l'eau et de l'oxygène, comme déchets. Quand tu dis rapidement, c'est passé du soufre à l'oxygène pour la photosynthèse dans l'équation. Ouais. C'est combien d'années à peu près? C'est quand même quelques dizaines de millions d'années, j'imagine, un process géologique. Oui, c'est un process à l'échelle de l'évolution. Rapidement, effectivement, c'est toujours des millions d'années. Quand je dis le mot rapidement, sauf s'il y a une météorite qui s'écrase sur la Terre, généralement c'est des millions d'années, ouais. Et d'ailleurs, les deux ont dû cohabiter aussi, photosynthèse oxygénique et sulfurée, je sais pas comment elle s'appelle, l'autre. C'est fini, il y en a plus sur la planète? Je sais pas, c'est une bonne question. Ouais, je sais pas. Allez, je trouve que cette question est fascinante et qu'elle vaut une petite parenthèse. La réponse à cette question, c'est que oui, la photosynthèse sulfurée existe toujours. Elle est pratiquée par certains micro-organismes, principalement des bactéries anoxygéniques, les bactéries pourpres ou vertes notamment. Contrairement à la photosynthèse oxygénique des plantes qui produit de l'oxygène à partir de l'eau, H2O, la photosynthèse sulfurée utilise généralement le sulfure d'hydrogène, le célèbre H2S, vous savez, ce gaz inflammable, incolore et surtout qui pue l'œuf pourri, qui est très toxique. Moi, quand j'étais au Chili, je l'ai senti au-dessus des cratères de volcans. C'est notamment relâché par les volcans. Et donc, vous avez compris que dans cet échange-là, c'est pas du dioxygène, de l'oxygène qui est libéré, mais c'est du soufre sous la forme S2. Et donc, c'est une forme similaire à O2, c'est une double liaison SS. Mais ce gaz-là, S2, il est beaucoup plus rare, il est plus réactif. Il est très instable à température ambiante. Et il existe surtout à très haute température,
Je le disais, dans les éruptions volcaniques, et par exemple aussi sur l'atmosphère de Vénus, qui est invivable plusieurs centaines de degrés. Alors, l'équation simplifiée de cette photosynthèse sulfurée, c'est CO2, du dioxyde de carbone, plus 2H2S, ce gaz dont je viens de parler, en présence de lumière. Et bien ça donne du CH2O, c'est-à-dire du sucre, des sucres, plus S2, ce fameux soufre dont je viens de parler, plus de l'eau, H2O. Donc oui, en bref, la photosynthèse sulfurée, elle existe toujours, et elle joue un rôle dans certains milieux, comme les fonds des lacs stagnants par exemple, les sources hydrothermales, les marais, et où il y a des sédiments riches en soufre. Alors tant que j'y suis, j'ai pas pu résister au plaisir, à la curiosité de faire un petit mot en plus sur la photosynthèse. La photosynthèse oxygénique, elle est apparue chez les cyanobactéries, comme le dit Sandrine dans cette balade du temps long, il y a 2,45 milliards d'années. Elle a produit un bouleversement écologique majeur, en faisant évoluer l'atmosphère terrestre, qui était alors riche surtout en vapeur d'eau et en CO2. On l'a dit, il y avait zéro oxygène, et c'est devenu l'atmosphère actuelle grâce à cette grande oxygénation des cyanobactéries qui s'est stabilisée aujourd'hui à 78% de N2, d'azote, de diazote, et à 21% de dioxygène, avec un petit pourcent de gaz rare. Donc bref, ce tour de magie qui a changé la donne, qui a rebattu les cartes sur Terre, la photosynthèse, elle a été transmise des bactéries, qui sont des prokaryotes, c'est-à-dire en gros des cellules sans noyau, vers les eucaryotes. Eucaryotes, ça veut dire que là, il y a un noyau. Nous-mêmes, on est des eucaryotes, c'est simple, sur Terre, il y a 3 domaines. Il y a les bactéries, les archées, qui leur ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même très différentes, et les eucaryotes, c'est tout le reste. Voilà. Donc cette aptitude s'est transmise des bactéries vers les eucaryotes, et c'est là que ça devient intéressant, par endosymbiose successive, c'est-à-dire, en termes plus simples, grâce à des bactéries qui vivaient en colloque et qui ont été progressivement intégrées à leurs hôtes. C'est de là que viennent les chloroplastes des plantes. Je dis que c'est magique parce que, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais la photosynthèse oxygénique, c'est tout simplement ce qui maintient constant le taux d'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Accessoirement, elle fournit toute la matière organique ainsi que l'essentiel de l'énergie utilisée par la vie sur Terre au démarrage des chaînes alimentaires. Les premiers organismes photosynthétiques qui sont apparus très tôt dans l'évolution, il y a 3,8 milliards d'années, c'est ce que disait très bien Sandrine, ça a démarré plus tôt en utilisant des réducteurs comme l'hydrogène H2 ou le sulfure d'hydrogène H2S au lieu de l'eau. À l'époque, c'est ce que je disais là tout au début. Voilà, et ce qu'ont fait plus tard les cyanobactéries, ça s'est pas fait d'un claquement de doigts, ça a duré un demi-milliard d'années. Elles ont d'abord rempli les océans d'oxygène, et ensuite, une fois que tout ça a été saturé, ça a rempli l'atmosphère. Et ça a duré quand même un demi-milliard d'années. Pour dire aussi que la puissance moyenne captée par la photosynthèse sur notre planète Terre, elle avoisine les 130 térawatts. Et ça, c'est 6 fois la consommation énergétique de toute l'humanité, pour qu'on se rende bien compte de l'importance de ce phénomène. Alors juste pour connecter ce que je dis avec des mots importants, dès qu'on s'intéresse au vivant, c'est que les organismes qui font la photosynthèse sont capables de fabriquer leurs propres briques du vivant à partir de composés minéraux inertes, grâce à l'énergie du soleil. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des producteurs primaires autotrophes, c'est-à-dire autosuffisants. Et tous les autres, ce sont des hétérotrophes, ce sont des consommateurs primaires. Je donne un exemple, par exemple les algues sont des producteurs primaires et qui sont grignotés par des petits animaux qui eux sont des consommateurs primaires. Voilà. Alors, tant qu'on est dans les petites pépites qu'on sait peu, les plantes elles absorbent la lumière grâce à des pigments qu'on appelle la chlorophylle, ça chacun le sait. Mais ce qu'on sait peu, c'est que la chlorophylle ce n'est pas le seul pigment, il y en a d'autres, par exemple les carotènes ou les xanthophiles. Alors les algues, elles utilisent également la chlorophylle, mais divers autres pigments encore, que sont la phycocyanine, toujours des carotènes, des xanthophiles, chez les algues vertes, et la phycoérythrine chez les algues rouges, et la fucoxanthine chez les algues brunes, et les diatomées, les célèbres diatomées, la composante majeure du plancton, ce qui donne à toutes ces petites algues une infinie variété de couleurs. Parce que ces pigments ne travaillent pas dans les mêmes longueurs d'onde. Un dernier mot pour comparer les plantes et les algues, elles ne sont pas tout à fait à la même enseigne. Les algues sont confinées dans l'eau et donc pour elles, il y a une difficulté supplémentaire
par rapport aux plantes qui vivent dans l'air pour se procurer le dioxyde de carbone parce que le CO2, il diffuse 10 000 fois plus lentement dans l'eau que dans l'air. Et donc le CO2 dissous, en plus, il s'équilibre avec le bicarbonate HCO3, pas trop compliqué. Mais en gros, ça limite les possibilités des algues et les quantités disponibles pour leur photosynthèse. Donc elles ont vraiment du mérite. Pour finir, je me souviens le 1er avril 2024, j'ai assisté médusé à un post sur LinkedIn qui a fait le buzz. Et en gros, c'était un professeur de biologie qui, je rappelle, c'était le 1er avril 2024, qui racontait qu'on venait de découvrir le premier animal capable de faire la photosynthèse. Et tout le monde a marché. Enfin, c'est encore une fois pour dire que les connaissances de base sur le vivant sont pas top. Enfin, pourraient être améliorées. Malgré tout, je vais vous donner quelques exemples d'animaux qui, de manière indirecte, profitent de la photosynthèse. Par exemple, il y a une limace de mer qui s'appelle Elysia chlorotica, qui est le premier animal découvert capable d'utiliser la photosynthèse pour produire de l'énergie. Mais attention, cette photosynthèse, elle est produite par des chloroplastes de sa principale source de nourriture, qui est une algue, Vaucheria littorea. Et donc, ces fameux chloroplastes, ces petites centrales énergétiques là, sont séquestrées, en gros, dans la peau de la limace pendant plusieurs mois, selon un phénomène qui s'appelle joliment la kleptoplastie. Ils piquent le chouravage de chloroplastes qui leur permet donc de faire cette photosynthèse. Alors il y a d'autres animaux qui sont capables d'établir une symbiose avec des algues. Il y a les vers plats, les coraux, vous le savez, les anémones de mer, les éponges, les limaces de mer, je viens d'en dire une. Et chez les animaux, un peu plus développés, il y a une salamandre maculée qui est le seul vertébré connu à ce jour qui ait pu établir une symbiose avec une algue, de la même manière que j'ai dit avant, en l'occurrence au sein de ses œufs avec une algue qui s'appelle Oophila amblistomatis. Mais là, ça se passe au niveau de ses œufs, c'est pour oxygéner ses œufs. Et pour ceux qui connaissent bien notre univers, Baleine sous Gravillon, eh bien on avait parlé dans Petit Poisson deviendra podcast, le frangin aquatique de Baleine sous Gravillon, du célèbre ver plat de Roscoff, Simsagitifera roscoffensis, qui est un ver marin présent sur tout le littoral atlantique. Vous savez, c'est les traînées vertes qu'on voit sur l'estran, sur les plages, du Pays de Galles au sud du Portugal. Il est vraiment partout, on peut le voir partout. Et ce ver, qui est tout vert, de la couleur verte, eh bien, ça a éveillé la curiosité des zoologistes en 1879, qui ont découvert que, en fait, il hébergeait des microalgues unicellulaires par milliers dans son corps. Il les a en cohabitation, ce sont ses colocataires. Et donc ces algues, un peu de la même manière que j'ai déjà expliqué, elles lui fournissent des sucres et de l'oxygène. Et c'est fou parce que ce ver, qui peut vivre quand même 1 mois, il ne fait qu'un repas dans sa vie. Et c'est un drôle de repas parce qu'en fait il ingère les algues, que les parents ne sont pas capables de transmettre à leurs enfants, bien sûr. Donc il fait un seul repas dans sa vie. Et c'est ce repas-là qui lui fait toute sa vie, puisque ce repas consiste à avaler ces algues, qui lui donnent encore une fois son oxygène et son sucre. Ce qui est intéressant de constater, c'est que, est-ce que c'est du 50-50, cette symbiose ? Est-ce que chaque partenaire, chaque symbionte a autant besoin l'un de l'autre ? La réponse est non. Les algues sont tout à fait capables de vivre sans ce ver, qui d'une certaine manière profite d'elles. Donc on voit que c'est pas du 50-50. Ce qui a fait dire à Lynn Margulis, qui est une immense biologiste états-unienne, vous savez, c'est la fameuse autrice de l'hypothèse, la co-auteure de l'hypothèse Gaïa, comme quoi la Terre serait un immense holobionte, c'est-à-dire qui formerait un être vivant unique d'une certaine manière. Et c'est une hypothèse qu'elle avait formulée avec James Lovelock, la fameuse hypothèse Gaïa. Eh bien bref, Lynn Margulis se méfie de ce terme de symbiose. C'est un terme qu'elle réfute, qu'elle rejette, puisque c'est un peu plus complexe que ça, puisqu'il y a des pourcentages d'utilité qui sont différents d'un symbionte à l'autre. Là encore, le diable vit dans les détails. Voilà, j'ai fini la petite note de bas de page que je fais, c'est facile pour moi, a posteriori, pour compléter le formidable travail de Sandrine, répondre à cette question qui est restée en suspens et enrichir les prochaines balades du temps long, qui est, je trouve, un phénomène génial. D'ailleurs, on va y retourner, on revient au Jardin des Plantes maintenant avec Sandrine et avec ce groupe formidable, cette belle expérience que j'avais faite il y a quelques temps et que je partage avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le petit nom de ces premières bactéries qui ont fait cette opération folle de faire de la photosynthèse ? Je vois plein de doigts qui se lèvent. Ça va faire plaisir à Sylvie qui est une obsédée du bleu. C'était les cyanobactéries, ce qui veut dire les bactéries bleues. Les cyanobactéries qui sont là, qui sont en colonie, donc chaque... je veux bien que tu le montres.
ces traits là, c'est en fait des colonies de cyanobactéries. Et il y en a encore plein aujourd'hui. Si tu tournes la page, alors il y a 2 images à montrer. On va d'abord regarder celle du haut. Voilà, ça c'est des fois on dit que dans certains lacs ou étangs il y a des cyanobactéries, puis il faut éviter de faire boire les chiens parce que c'est mortel. Donc ça crée des colonies comme ça en surface, un peu verdâtres et bleuâtres là comme ça. Bah ça c'est les cyanobactéries. Donc les cyanobactéries elles sont encore omniprésentes aujourd'hui dans les océans et dans tous les points d'eau. Et la preuve qu'on a qu'il y avait des cyanobactéries il y a 2,9 milliards d'années, c'est l'autre image. Celle-ci, ce sont les stromatolites. Les stromatolites, c'est en fait des colonies de cyanobactéries qui s'assemblent les unes aux autres, elles aiment bien faire des colonies. Et puis, c'est pas des organismes multicellulaires, attention, c'est quand même des bactéries qui sont toutes seules, qui font leur propre métabolisme, qui ont leur vie tout seules, mais qui se collent les unes aux autres, ça fait des colonies. Quand elles meurent, ça fait une petite couche de bactéries mortes un peu carbonatées, il y a une autre couche qui se met dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ça finit au fil du temps par créer des stromatolites. Et en Australie, on a retrouvé des stromatolites vieilles de 2,9 milliards d'années, preuve que les cyanobactéries existaient à cette époque-là. Voilà, on peut encore les observer aujourd'hui. Ça, c'est une photo d'aujourd'hui. Eh ben, tu vois, c'est en surface, c'est dans l'eau. On est bien d'accord que pour l'instant, tout est dans l'eau. Par contre, c'est pas loin de la surface parce qu'il faut utiliser la lumière du soleil. Très important. Pour commencer, quand la photosynthèse arrive et produit de l'oxygène, au début, cet oxygène, il va pas s'accumuler ni dans les océans ni dans l'atmosphère. Il va oxyder tous les métaux qui sont autour. L'oxygène, en fait, c'est un corps. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le mot oxyder, ça vient de oxygène. C'est-à-dire, c'est l'élément chimique qui va le plus facilement interagir pour, par exemple, oxyder les métaux. Quand vous voyez par exemple un banc qui rouille ou n'importe quoi qui rouille, vous voyez que c'est un élément abrasif, l'oxygène. C'est pas un truc très sympa en fait l'oxygène. Ça vient oxyder les choses. Et donc ça oxyde tous les métaux qui sont autour. Par exemple, il y a du fer ferreux qui est en suspension dans les océans à cette époque-là, qui est oxydé par l'oxygène produit par les cyanobactéries. Quand il est oxydé, il coule au fond des océans pour faire du fer ferrique. Et ça crée les gisements de fer qu'on utilise aujourd'hui. Donc vous pourrez repenser quand vous verrez la prochaine fois la Tour Eiffel ou plein de trucs en métaux. C'est des produits de ces premières bactéries qui font la photosynthèse, qui produisent de l'oxygène pour la première fois et qui précipitent, qui oxydent tous les métaux qui se trouvent sur Terre à ce moment-là, dans les océans, dissous dans les océans. Pas rien quand même. Donc ça, c'est ce qui va se passer pendant les prochaines centaines de millions d'années. Les cyanobactéries, c'est grand buzz de l'évolution, vraiment. Donc il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ça se développe, ça se multiplie à fond. Et il y a beaucoup d'oxygène produit qui oxyde tous ces métaux dans les prochains pas que vous allez parcourir. Et pour bien sentir la nouvelle énergie que ça vous donne, 10 à 100 fois plus d'énergie, je vais vous inviter à marcher jusqu'à la prochaine station, non pas en courant, mais quand même en marchant. Voilà, on va pas marcher en binôme, on va marcher chacun pour soi, en sentant cette énergie-là renouvelée que vous avez dans votre corps, parce que vous êtes maintenant des cyanobactéries. Vous avez un super nouveau métabolisme qui dépote. D'accord? Donc on va marcher d'un bon pas pour sentir ça. On se retrouve dans quelques centaines de millions d'années? Mais ce qui est fou, c'est super intéressant. Je trouve ça bluffant justement que l'évolution de la planète soit en lien avec l'évolution de l'homme, de petit homme. Enfin, bluffant et logique finalement. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis éducatrice Montessori et éducatrice nature. Et bluffant en fait parce que Maria Montessori était vraiment trop forte. C'est surtout ça. C'est quoi la philosophie Montessori en quelques phrases pour les néophytes comme moi? Alors c'est intéressant déjà parce que tu parles de philosophie et pas de pédagogie. Et c'est vrai que moi souvent je dis que la pédagogie Montessori est plus qu'une pédagogie, c'est une philosophie. Et au départ, Maria Montessori, elle est partie sur l'observation de l'enfant. En observant l'enfant sur différents plans de développement et différents âges, elle s'est rendue compte qu'il avait différents besoins. Et elle a créé du matériel qui répondait à ses besoins propres. Comment tu t'appelles? Anne-Jeanne. Ouais, merci Anne-Jeanne. Est-ce que les mousses sur les micros ont une utilité phonique? Oui, c'est vraiment la balade de la curiosité. En fait, cette mousse s'appelle une bonnette et c'est un coupe-vent. Parce que le vent, tu vois, par exemple, si je la retire, je pense que ça va s'entendre, tu vois, et en gros, ça crée tous ces pops et ces plops. Compris
par le souffle que j'émets en parlant. Oui, c'est ce que je disais. Les plops, en général, sont générés par ce qu'on appelle les explosives, c'est-à-dire les B et les P. Tu vois, tu as conscience que c'est comme un mini boulet de canon d'air. Et du coup, la bonnette et surtout les filtres anti-pop qui sont des mini-grilles, comme j'ai mis sur le micro de Sandrine, eh ben, c'est un filtre anti-pop. Est-ce que c'est un micro pour les reportages spécialement ou ça peut servir à d'autres utilisations aussi? Enfin, je sais pas, en fait, quel matériel vous utilisez pour quel type d'enregistrement? Alors, ce que j'ai sur moi, c'est vraiment la Rolls-Royce des enregistreurs, enfin, en tout cas pour moi. Déjà, c'est plus qu'un micro, c'est un micro enregistreur numérique. C'est-à-dire qu'il fait tout. Enfin, tu vois, la partie violette, c'est le micro. Et tu vois bien qu'il y a un truc qui défile, et donc ça enregistre en même temps. Oui. Sur une carte SD. Et donc, comme tu peux le constater, ça pèse vraiment pas lourd, ça tient dans ma main. Et c'est un peu ce que tout le monde a, enfin, tous mes collègues de Radio France, ils ont ça s'appelle un Zoom. J'en ai un qui est très similaire, en fait, que mon père m'a offert, et bel enregistreur, bon, c'est un Sony pour le coup, mais, et j'ai très envie de, voilà, faire des podcasts avec, c'est un des projets en cours, donc, voilà, je suis intéressée d'apprendre. Mais on en parlera parce que ta belle curiosité fait que je te proposerais bien de faire des podcasts. Oui. Pourquoi pas, on va réfléchir en partenariat avec là où tu bosses. Et C'est intéressant pour nous, ouais. C'est avec plaisir. Là, on est dans le haut niveau, là. Ah ouais. Tout à l'heure, ce qu'on a entendu, c'est pas des machines j'avais jamais entendu ça à Paris. On entend un gros croissement au début. Je me demande si c'est pas des trucs anti-pigeons qui font des cris de corbeaux, des machines. J'ai vu ça à Carcassonne, sur une place. Ils ont mis pour récolter des pigeons, ils ont mis des épouvantails sonores de corbeaux. Ouais, mais je pense que c'est un vrai oiseau. Parce que avant dans la marche, je suis allée faire pipi là dans le coin là-bas. Et j'ai vu un truc qui est dans la partie zoo, tu vois, du jardin des plantes. Qui est une sorte de gros oiseau qui crie. Ouais. Un truc pas possible, quoi. Et je crois que c'est peut-être ça. Alors, figurez-vous qu'on est à mi-chemin de notre balade. Donc, on est il y a 2,4 milliards d'années. Le 23 juin. Et vous êtes toujours des bactéries. Alors, certes, des bactéries qui avaient plein d'énergie maintenant, des cyanobactéries. Vous êtes toujours des bactéries dans l'océan, à mi-chemin de l'histoire de la Terre, hein. Ça avance pas bien vite votre histoire, hein. Je me demande à quel moment les dinosaures vont arriver, mais pour l'instant, voilà, on est des bactéries unicellulaires, toutes simples, dans l'océan. Pendant tout ce temps que vous avez marché, donc je vous ai parlé du fait que les cyanobactéries ont émis beaucoup de leurs déchets, de l'oxygène. Cet oxygène a oxydé tous les métaux qui se trouvaient là. Ça a donné lieu à plus de 2500 minerais différents sur cette période-là. Et là, ça y est, tous les métaux sont oxydés. Donc, il n'y a plus rien à oxyder. Donc, l'oxygène commence à s'accumuler dans les océans, à l'état libre, sous forme de dioxygène, et puis ensuite dans l'atmosphère. Et alors, c'est la première fois que les êtres vivants, jusqu'ici, ils connaissaient pas l'oxygène, quoi. C'est la première fois que les êtres vivants, qui étaient donc anoxygéniques, qui avaient un métabolisme qui n'utilise pas l'oxygène, c'est la première fois que ces êtres vivants rencontrent de l'oxygène. Et ça se passe mal, en fait. On appelle ce moment-là l'holocauste à oxygène, c'est-à-dire que finalement, ces cyanobactéries qui ont trouvé un nouveau métabolisme super efficace, qui consiste à prendre du CO2 et à produire du sucre avec et avoir un déchet sous forme d'oxygène, ce métabolisme super efficace, ces cyanobactéries finissent par s'étouffer dans leurs déchets, entre guillemets. C'est-à-dire l'oxygène les tue. Parce que c'était bien beau de rouiller le fer, mais ça les fait, entre guillemets, rouiller elles-mêmes aussi, quoi. Ça les tue. Donc il y a un holocauste à oxygène. La plupart des organismes vivants de l'époque meurent à cause des déchets de ce nouveau métabolisme. On est dans quelle ère géologique à ce moment-là, là? On est dans l'Archéen. Donc en fait, la première ère, c'est l'Adéen qui durait jusqu'à 4 milliards d'années à peu près. Et là, de 4 milliards d'années jusqu'à encore un petit moment, c'est l'Archéen. Non. Le Paléozoïque, c'est l'autre nom de l'ère primaire. Et là, c'est le Phanérozoïque. En fait, les 4 époques dont tu parles sont des éons, qui sont les super grands âges de la Terre, qui a commencé par l'Adéen. Ensuite, il y a eu l'Archéen, qui vient d'un radical grec qui veut dire le commencement. Les archées, ça veut dire ce qui était au commencement. Et il me semble que la période dont tu parles maintenant marque la jonction avec le Protérozoïque, c'est-à-dire l'âge des tout premiers animaux. Je veux pas anticiper sur ce que tu dis, qui elle-même va s'achever avec le début de notre ère à nous qui commence au Paléozoïque, qui s'appelle le Phanérozoïque et qui n'a que 500 millions d'années. Mais pardon, Oui, c'est bien, t'es en train de... ouais, pour moi, c'est marrant, l'Archéen, je le faisais durer plus longtemps, mais je crois que t'es plus précis que moi. Ouais, t'as raison. Non, t'as raison, en fait.
L'événement fondateur du protérozoïque, c'est la grande oxydation. De la grande oxygénation qui a été un holocauste, comme tu l'as dit, et qui a d'abord été la première grande extinction de masse de toute une série. Merci. Donc on a plein de précisions sur les aires géologiques que je connais peu. En tout cas, alors extinction de masse, vous savez qu'aujourd'hui on nomme toujours la 6e extinction de masse. Celle que je vous nomme ici, c'est pas la première, je vais le garder pour l'instant, c'est pas la première au sens des 5 qui nous ont précédés, hein. Elle n'est pas comptée celle-là, hein. Au sens où vous allez voir qu'on commence à les compter officiellement, les 1, 2, 3, 4, 5 qui mènent jusqu'à la 6 dont on parle aujourd'hui, bien plus tard. J'y reviendrai au moment où on commence à les compter. Donc, mais là, c'est un holocauste qui se produit parce que les êtres vivants ont trouvé un super nouveau métabolisme hyper efficace et se sont entre guillemets étouffés dans leurs déchets. Moi, j'aime bien raconter cette histoire comme ça parce qu'évidemment, il y a un léger parallèle avec une autre histoire dont on parlera beaucoup plus tard. Mais c'est juste pour dire que le vivant fait ça. Voilà, le vivant fait ça, trouve des nouveaux métabolismes. Et ces nouveaux métabolismes peuvent complètement perturber le visage de la planète. Ces cyanobactéries, elles ont fait ça il y a 2,4 milliards d'années. Alors, non seulement elles se sont étouffées dans leurs déchets, entre guillemets, dans l'océan, mais en plus, donc l'oxygène a commencé à aller dans l'atmosphère, à oxyder le méthane qui était dans l'atmosphère. Le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre, hein, beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone. Ce faisant, donc en oxydant ce méthane, qui avait un gros pouvoir réchauffant sur la planète, eh ben, ça a diminué la température de la planète. Ça a commencé à créer des calottes glaciaires. Et par effet d'emballement, avec les histoires d'albédo, c'est-à-dire quelle est la quantité d'énergie qui est renvoyée par la surface de la Terre selon si c'est de l'eau, de la glace, de la Terre, ça renvoie pas la même quantité d'énergie. Là, en créant des calottes glaciaires qui renvoient beaucoup de l'énergie du Soleil, eh ben, il va y avoir un emballement de l'englacement de la Terre qui va donner lieu à une Terre boule de neige. Donc je ne sais pas si vous aviez conscience, tiens bah vas-y tu peux montrer la Terre boule de neige, conscience de cet épisode de la Terre où la Terre s'englace complètement. Il fait littéralement moins 50 à l'équateur. Et ça c'est un produit des cyanobactéries qui ont délivré cet oxygène qui a complètement perturbé l'équilibre terrestre. À votre avis, comment on en sort de cet épisode-là qui dure 300 millions d'années quand même, hein, cette première glaciation Terre boule de neige? Comment on en sort de ça? Pourquoi on n'est pas resté finalement éternellement une planète gelée? Par le volcanisme qui continue d'émettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Exactement, par le volcanisme. Donc merci la tectonique des plaques. Sans tectonique des plaques, on restait coincés là les amis. Voilà. Donc on serait pas là pour en parler. Mais le volcanisme, eh ben oui, même s'il y a une couche de glace, ça continue à agir et ça relâche du CO2 qui va refaire une couche réchauffante à la Terre, tellement réchauffante qu'au bout d'un moment, ça finit par faire fondre la glace et on passe en quelques dizaines de millions d'années d'une Terre boule de neige à une étuve hyper chaude. C'est vraiment un gros yo-yo, quoi. L'autre avantage du volcanisme, c'est qu'il y a eu des petites poches chaudes qui sont restées quand même à des endroits où la vie a pu traverser cet épisode-là. Parce que je suis sûre que c'était ta question. Mais qu'ont fait les pauvres bactéries sous ces couches de glace, quoi? En plus, elles étaient maintenant photosynthétiques, elles avaient plus de lumière. Et ben, heureusement, le volcanisme a créé des petites poches d'eau liquide où les bactéries pouvaient survivre. En tout cas, le vivant, clairement, a survécu puisque nous sommes là pour en parler. Vraiment une chance incroyable avec le bruit. Dès que tu t'arrêtes quelque part, c'est soit le camion qui démarre, soit la tondeuse. Et là, c'est la scie sauteuse qui est le bonheur absolu des gens de radio. Donc c'était la grande glaciation. Je vais vous inviter à refaire un nouveau binôme et à essayer de discuter malgré le bruit ambiant. Déjà, je vais vous inviter aussi, attendez, avant de faire le nouveau binôme, à juste prendre 2-3 respirations en conscience. Parce que aujourd'hui, on respire cet oxygène. Donc bien sûr, là, je vous ai parlé de ce grand moment de déséquilibre qui a créé un holocauste à l'apparition de cet oxygène. Mais bien sûr, juste après, le vivant s'adapte et est capable maintenant de respirer cet oxygène, donc de faire la réaction exactement inverse à la photosynthèse, de prendre des sucres qui ont été produits par les organismes photosynthétiques, plus de l'oxygène, et de faire le chemin inverse pour reproduire du CO2 et de l'eau. Donc la respiration arrive voilà, juste après le dégel de la Terre boule de neige, et c'est un facteur 2 supplémentaire d'énergie en fait, par rapport à ce qu'on avait déjà gagné d'un facteur 10 à 100 grâce à la photosynthèse.
Donc je vais vous inviter simplement à avoir conscience de cet oxygène par la suite, qui est encore aujourd'hui grandement produit par des bactéries photosynthétiques. Hein. C'est pas que le phytoplancton, c'est pas que les arbres, hein. On parle toujours des arbres, mais une grande partie de l'oxygène aujourd'hui est encore produit par ces petits organismes tout simples dans les océans. Et je vais vous inviter à former un nouveau binôme. Qu'est-ce que je vais vous poser comme question ce coup-ci? Non, en fait, j'ai bien envie de vous inviter à marcher en silence en respirant l'oxygène. On va faire ça pour faire une pause de mi-marche. Donc je vous invite à marcher seul avec vous-même, en respirant l'oxygène et en vous reposant de cette histoire-là, parce que vous venez en tant que bactérie de subir 2 gros revers d'Holocauste et de Terre boule de neige. Et on va se retrouver dans quelques centaines de millions d'années en faisant le tour du parc des Walibi, que je vais vous inviter à observer au passage. Le parc du Walibi. Des Wallabies. Walibi. Ah oui, Walibi, c'est le parc... Et toi, tu continues la physique? T'es encore chercheuse? Non, je fais plus. Ça fait 6 ans. Vous voulez nous dire un petit mot? Salut! Bonjour! Qu'est-ce que vous faites? On fait une sortie avec notre prof Monsieur Barbie de SVT et là on fait un questionnaire sur le jardin des plantes. Ah génial. Et malheureusement vous pouvez pas voir les wallabies, ils sont pas là. Dommage. Ils sont peut-être ailleurs. Hein. Et ça va, c'est drôle ou c'est ça va, c'est drôle, c'est dur. Chouette. Eh ben super, bonne suite. Donc non, je fais plus de physique maintenant. Je fais de la physique des particules. Ah ouais. Je travaillais au CERN à Genève. Ah ouais, carrément. Tu connais? Ouais. Enfin, je connais. Moi, la physique des particules, en fait, ça m'a toujours intéressé. Enfin, j'en ai jamais fait, en fait. Donc, je connais pas. Scientifiquement, je connais pas, en fait. Ouais. C'est un trou dans ma formation de physicien, quoi. Bah oui, parce que ça vient assez tard dans la formation, donc on n'en fait pas dans la physique de base, malheureusement. Alors, on va s'arrêter là. Je préférais te remettre sur la vie. Ouais, j'ai eu envie de découvrir d'autres façons d'appréhender le monde, quoi. Pas juste une manière de spécialiste avec ces grands accélérateurs. Ce qui était passionnant, hein, moi j'adorais. Hein. J'étais là au moment de la découverte du boson de Higgs. Ouais, c'est ça, t'étais pile poil dans le... Donc c'était génial, quoi. Ouais. Mais j'avais aussi l'impression d'être hors sol par rapport à plein de choses sur cette planète, tu vois, et j'avais envie de... Ils vont faire le méga super. Mettre là. Voilà, j'en avais aussi un peu marre de cette course à l'équipement. Ouais, c'est ça, Ah, bon, alors, les wallabies ne sont pas là. Par contre, là, il y a... le kangourou géant. Voilà, kangourou géant. Wow! Incroyable. Donc on s'arrête à cette station parce que c'est donc, on est passé des cyanobactéries au kangourou géant. Voilà, ça s'est passé comme ça dans l'histoire du vivant. Il y a eu un bond. Voilà, c'est comme ça. Kangourou géant. Bon. Alors, nous sommes devant les kangourous géants. Nous sommes il y a 2 milliards d'années, le 25 juillet. Donc vous êtes toujours des cyanobactéries dans l'océan. Mais il se passe une nouvelle chose à ce stade-là. À votre avis, c'est quoi l'étape suivante? Au-delà de la bactérie dans les océans, c'est quoi l'étape significative d'évolution? La couche d'ozone, non? C'est ça? Et après la sortie de l'océan, de la vie? Il faudra attendre un peu encore pour la sortie de l'océan, mais tu as raison que la couche d'ozone commence à se former avec l'oxygène qui est rejeté dans l'atmosphère. J'allais dire des bactéries pluricellulaires. Yes. Et une petite étape avant ça. Les eucaryotes. Les eucaryotes, mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une cellule qui a un noyau, et dans le noyau, il y a de l'ADN. Et ça fait de manière très mystérieuse, je crois que c'est vraiment une grande magie, c'est qu'il y a une espèce de bactérie qu'on a bouffé une autre, et de 2 animaux un peu différents est devenue une cellule. Et après, ça a fait le pluricellulaire, voilà. Ouais, quelque chose comme ça, bravo. Bingo. Donc effectivement, c'est l'apparition des cellules complexes, eucaryotes. Ces cellules, elles sont 100 fois plus grosses que les bactéries dont on a parlé jusque-là. Et effectivement, la manière dont ça se passe, en tout cas pour les organites de la cellule, les organites, ça veut dire, par exemple, alors là, attention, on va se rappeler nos vieux cours de bio du lycée, les mitochondries et les chloroplastes. Donc les mitochondries, c'est des choses qui savent respirer, qui donnent de l'énergie
à partir de l'oxygène et des sucres qui donnent de l'énergie à nos cellules. Et les chloroplastes, c'est celles qui savent faire de la photosynthèse. On pense que ces deux petits organites qui sont à l'intérieur de nos cellules aujourd'hui sont effectivement issus d'une grosse archée. On reparle de nos archées dont on n'avait pas trop parlé jusque-là, d'une grosse archée qui un jour a mangé une autre bactérie qui par exemple était capable de respirer ou de faire de la photosynthèse, et au lieu de la digérer, la conserver à l'intérieur d'elle-même en se disant, je rends le truc un petit peu humanisé, hein, tiens c'est pratique, cette bactérie va me donner de l'énergie, donc je ne la digère pas, je la garde à l'intérieur de moi. Et ça on le sait parce qu'en fait on a remarqué que dans les mitochondries, qui sont aujourd'hui dans nos cellules, il y a de l'ADN qui est différent de l'ADN qui est dans le noyau de nos cellules. Donc c'est vraiment deux organismes différents qui se sont imbriqués l'un dans l'autre. On appelle ça l'endosymbiose, c'est-à-dire la symbiose de deux êtres vivants, dans ce cas-là une archée, une bactérie, dont l'une est rentrée à l'intérieur de l'autre, à l'intérieur d'eux. Endosymbiose. Le noyau, on ne sait pas trop comment il s'est formé, on ne pense pas que c'est le même mécanisme forcément d'endosymbiose, mais peut-être, hein, mais en tout cas ça reste un sujet de recherche. On pense que c'est plutôt peut-être par invagination, c'est-à-dire qu'à un moment la membrane de la cellule est venue entourer en faisant une sorte d'excroissance à l'intérieur le matériel génétique. Je crois que c'est ça aujourd'hui plutôt le consensus, mais par contre les mitochondries et les chloroplastes, qui sont donc les petites choses dans nos cellules, hein, parce que ces cellules-là eucaryotes, c'est des cellules qui nous constituent aujourd'hui, qui constituent tous les animaux, toutes les plantes, tous les champignons, ce sont ces cellules-là, qui sont donc 100 fois plus grosses, qui ont 1000 fois plus d'ADN à l'intérieur de leur noyau, et qui ont beaucoup plus d'énergie, puisqu'elles ont ingéré au fil du temps plusieurs autres organismes, des bactéries, pour créer leurs mitochondries et leurs chloroplastes, pour faire d'un côté les animaux qui ont juste des mitochondries, qui savent respirer, et d'un côté les végétaux qui ont les deux, qui savent à la fois respirer et faire de la photosynthèse. Donc dites bonjour à votre arrière-grand-mère, c'est elle, une cellule eucaryote à noyau. Jusqu'ici on avait des cellules prokaryotes qui n'avaient pas de noyau. C'était les bactéries. Donc vous voyez bien qu'à partir de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, beaucoup plus d'énergie en inventant la photosynthèse, encore plus d'énergie en inventant la respiration. Le fait que maintenant on fait une grosse cellule à partir de deux, qui donc décuple encore son énergie et son information génétique, à partir de là on voit qu'on a un petit peu tous les ingrédients pour que le vivant commence, j'ai envie de dire, enfin à se développer. Parce que là, à mi-chemin de la marche, on est toujours en train de parler des petites cellules qui flottent dans l'océan. Et donc ces cellules-là vont commencer effectivement à s'associer en organismes multicellulaires. Donc les premiers organismes multicellulaires, hop, ça ressemble à ça. C'est, vous voyez, un assemblage de cellules eucaryotes, donc ça fait quelques micromètres, hein, c'est tout petit. Et ça donne lieu en fait à ce qu'on va commencer à pouvoir nommer des premières microalgues, des premiers micro-champignons. C'est le début de quelque chose d'un petit peu organisé. Et vraiment, je tiens à vous faire réaliser la révolution que ça représente, hein. C'est-à-dire que la cellule eucaryote, c'est deux êtres ou plus vivants qui s'associent pour former un nouvel être vivant. Et ensuite, ces cellules eucaryotes s'associent ensemble pour former un nouvel être vivant qui est l'association de plusieurs êtres vivants d'avant. C'est quand même pas rien, c'est de la symbiose, c'est de la coopération, l'évolution du vivant. C'est pas que la loi du plus fort, même si parfois ça l'est aussi, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais à ce stade-là, c'est beaucoup de symbiose et de coopération. Alors j'aurais une question. Est-ce que quand tu dis que ces deux êtres vivants se sont associés, est-ce que l'ancien être vivant reste vivant? C'est-à-dire nous, par exemple, on s'est associé avec notre microbiome, nos bactéries, elles sont toujours vivantes et relativement indépendamment de nous. C'est-à-dire qu'on pourrait en prendre dans notre ventre et les faire vivre ailleurs. Est-ce que dans ce cas-là, on considère que la cellule qui a été absorbée est toujours vivante? Celle qui a absorbé, oui, elle est vivante, mais est-ce qu'elle est toujours vivante ou est-ce que c'est un seul être vivant? C'est ça, c'est un seul être vivant. L'eucaryote, ça devient un seul être vivant. La bactérie qui a été ingérée à l'intérieur, effectivement, elle est complètement assimilée au sens métabolique, tu vois. Elle n'est pas désagrégée, elle est toujours physiquement entière comme avant, mais elle participe maintenant à un nouvel être vivant, et c'est ça le nouvel être vivant. Et comment elle se reproduit? Comment ces organites, puisque c'est leur nom, les mitochondries, les chloroplastes, comment ils se reproduisent?
Les organites ou la cellule entière? Non, justement, les organites. Enfin, est-ce qu'ils se reproduisent avec la cellule? Est-ce que... Bah oui, alors en tout cas, jusqu'ici, on n'a pas parlé de reproduction. Jusqu'ici, la reproduction, ça se fait par clonage, par mitose. C'est-à-dire, en gros, je prends mon information génétique, je la duplique en 2 et ça va donner 2 filles. D'accord? Les bactéries, on voit que c'est assez simple. Hein. Pour les bactéries, elles se coupent en 2, quoi. Là, quand on commence à avoir des cellules compliquées, pour l'instant, c'est toujours par clonage, la reproduction. Mais en fait, ce qui va se passer dans la création de ces organismes multicellulaires, c'est qu'il va y avoir une différenciation des types de cellules. À partir du moment où on met plusieurs cellules ensemble, elles vont commencer à prendre des rôles différents. Donc il y a des cellules qui vont être en charge de la reproduction, des cellules qui vont être en charge du métabolisme. Ça devient des types différents. Tout comme dans votre corps aujourd'hui. Vous savez combien de cellules vous avez dans votre corps aujourd'hui? À chaque fois que je vous pose une question, normalement c'est... Ouais, mais là c'est plus. 39 000 milliards de cellules. C'est ça. Moi j'avais 37 000 milliards. Bon, enfin bon, en gros c'est ça. 37 000 milliards de cellules dans votre corps. De entre 300 et 500 types différents. Ça veut dire qu'ils font des choses différentes. Il y en a c'est les muscles, il y en a c'est la vision, il y en a c'est... Vous voyez bien, pour votre corps c'est assez simple. Et bien là, dans ces premiers organismes multicellulaires, c'est pareil. Il y a une différenciation des rôles. Et donc parmi ces cellules-là, il y en a qui vont se charger de se cloner. Et donc donner de nouveaux organismes derrière ça. Et en se clonant, elle recrée tout... À partir d'une cellule qui sert à la reproduction, on recrée tout l'organisme vivant à partir de ça, à partir de l'information génétique. Donc on recrée tous les organites. Donc au début, les organites, les mitochondries, c'est de l'endosymbiose, mais plus tard, quand on se reproduit, on n'est pas obligé de regober une bactérie à chaque fois qu'on veut faire une mitochondrie. Ça marche pas comme ça. Par la suite, c'est les cellules recréent à partir de leurs cellules sexuelles tout ce dont elles ont besoin pour créer un nouvel être vivant. C'est le principe de la reproduction en fait. À partir de l'information génétique. Il y a la division cellulaire. Oui. Mais toujours maintenant, là, les premiers organismes cellulaires, ils se reproduisent encore par clonage. La reproduction sexuée arrive plus tard dans l'histoire. Donc là, c'est toujours par clonage. Et qu'est-ce qui se clone là-dedans? C'est pas l'être en entier qui se clone en 2. C'est les cellules qui ont un type sexuel, qui sont assignées à la reproduction, qui, elles, vont se séparer pour faire du clonage. Et à partir de ces 2 filles séparées, recréer à partir de leur matériel, de leur information génétique, elles ont le programme pour dire, bah maintenant, si je dois me recréer en entier, ça marche comme ça. Pop, 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 et il y a des nouvelles cellules qui se créent. Ça répond à ta question? Absolument. Non, bah tant mieux si ça répond, parce que moi je trouve que... Enfin, non, mais... Ouais, non, mais moi je trouvais que la question c'est, tu vois que le matériel génétique de la mitochondrie, c'est pas le même que celui de la cellule. Mais c'est quand même la cellule qui, en se reproduisant, va aussi arriver à faire des nouvelles mitochondries avec son matériel génétique à elle. Ouais. Donc c'est un truc que j'arrive pas trop à saisir. Ouais. C'est sans doute qu'il y a un stock de mitochondries dans chaque cellule. Et quand il y a cette division, il y a le stock qui est équitablement divisé, j'imagine. J'imagine. Oui, je sais pas en fait. Je connais pas le détail de ça. Ouais. Non, là-dessus, je suis d'accord. Mais comment la nouvelle cellule va grandir? Donc, elle va nécessairement former de nouvelles mitochondries avant de se rediviser. Et donc, comme elle le forme à partir, a priori, de son matériel génétique, comment ça se fait que la mitochondrie, on voit son matériel génétique qui est différent à l'intérieur. Donc, j'ai un truc qui m'échappe, mais... Parce qu'elles se reproduisent elles-mêmes. Peut-être qu'il y a un truc comme ça, tu sais toi? Alors moi, ce que je sais, c'est que, en tout cas, l'ADN qui est présent notamment dans les chloroplastes, qui est issu de l'ADN des cyanobactéries, en fait, c'est plus exactement le même que celui de la cyanobactérie, puisque finalement, il y a plein de caractéristiques dont elle n'a plus besoin, puisqu'elle vit en symbiose dans une autre cellule. Donc l'ADN est quand même grandement simplifié. Donc après, j'ai pas le bout pour recoller avec la reproduction, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'ADN est grandement simplifié. J'imagine qu'il y a des échanges avec la cellule hôte qui ont fait peut-être que du coup, elle a acquis capacité à recréer ce compartiment qui est plus simple qu'il n'était à l'origine. La question, c'est comment ils se reproduisent, les chloroplastes et les mitochondries. Et pourquoi l'ADN des mitochondries, finalement, est resté différent de l'ADN du cœur du noyau? Eh bien, vous allez tous pouvoir aller googler après la marche pour trouver la réponse. En tout cas, moi, je connais pas techniquement comment ça se fait. On devine effectivement que il va y avoir un mécanisme de reproduction de la mitochondrie qui lui est propre, effectivement, sinon ça marcherait pas.
Bah, je crois avoir appris à l'école que la division cellulaire, elle va se faire, tout va se couper en deux, en fait. Oui, mais... Et une fois que le bébé, la demi, elle va en recréer. Donc là, il y a 6 trucs comme ça. Et ben, elle va en recréer en interne. Et la question, c'est comment les mitochondries se dupliquent elles-mêmes. Ouais. D'accord. C'est ça la question. On comprend bien que là, c'est partagé, mais à force... Ça, je sais pas Il y a les outils pour répliquer l'ADN, donc peut-être ça réplique tout l'ADN, ça réplique l'ADN du noyau et également celui de et ils ont quand même de l'information génétique. Ouais. Donc en tout cas, ça, c'est un petit mystère dont on n'a pas la réponse et dont moi je n'ai pas la réponse. Mais merci pour cette question, ça va me faire bosser cet après-midi. Alors, comme vous l'imaginez dans l'intervalle, j'ai eu le temps de chercher et de répondre à cette question. Donc, les mitochondries et les chloroplastes se reproduisent de manière autonome par un processus qui ressemble à une fission binaire, comme chez leurs ancêtres bactéries. Ce mécanisme appuie d'ailleurs la fameuse théorie d'endosymbiose dont on n'arrête pas de parler dans cette balade, selon laquelle ces organites descendent d'anciennes bactéries. Donc comment ça se passe cette fission binaire? Eh bien, les étapes que je vais décrire sont d'ailleurs similaires chez les mitochondries et chez les chloroplastes. On a vu que les plantes avaient les deux et les animaux n'avaient que les mitochondries. Première étape, croissance de l'organisme, en gros il double de taille. 2, réplication de son ADN, c'est-à-dire qu'en gros son ADN qui est en forme de donut d'ailleurs se duplique, comme chez les bactéries. Et en gros il y a ces 2 donuts d'ADN qui se mettent en place dans les 2 futures copies. Et là, 4e étape, il y a ce qu'on appelle une constriction de la membrane, un resserrement de la membrane au centre, via des protéines d'ailleurs qui sont similaires à celles qu'on trouve chez les bactéries, toujours pareil. Et la dernière étape, eh bien, c'est la scission, c'est-à-dire que cet organite, la mitochondrie ou le chloroplaste, se divise en 2 et il emporte avec lui une copie de l'ADN initial. C'est vraiment du clonage, comme a si bien dit Sandrine. Des petits détails importants avant de conclure et de rendre la parole au groupe et à Sandrine, c'est que les mitochondries et les chloroplastes possèdent leur propre ADN circulaire, je l'ai déjà dit mais je le rappelle. Ils possèdent aussi, je dis ça pour les spécialistes, des ribosomes de type bactérien. Et ils possèdent aussi des protéines et des enzymes qui sont codées par leur propre génome. Voilà. Dernière chose très importante, la fission que je viens de raconter, elle est régulée par la cellule hôte via d'autres protéines. Et donc, on voit que ce processus de division n'est pas totalement indépendant et que ces organites dépendent de leur hôte pour se reproduire. Donc voilà, petit résumé de cette théorie d'endosymbiose, d'une symbiose à l'intérieur au fil du temps de l'évolution. Donc les mitochondries, elles viendraient d'anciennes bactéries aérobiques, c'est-à-dire qui travaillent avec de l'oxygène, si j'ose dire, qui métabolisent avec de l'oxygène. Les chloroplastes des plantes, eux, viendraient d'anciennes cyanobactéries. Voilà. Et toutes ces bactéries auraient été internalisées dans une cellule ancestrale, et c'est là qu'elles sont devenues non plus des êtres vivants à part entière, mais de simples organites, même si on a vu que la frontière était mince dans cette relation endosymbiotique. Voilà, je rends la parole à Sandrine après ce petit éclairage. Donc en tout cas, pour vous faire goûter ce que c'est de faire de la symbiose et de passer de « je suis tout seul », vous avez été des électrons libres jusque-là, vous avez été des bactéries dans l'océan, vous pouviez marcher au rythme que vous vouliez, etc., etc. Je vais vous inviter à vous regrouper en vous tenant par les bras, le nombre que vous voulez. C'est soit tout le monde ensemble, c'est challenge, ça fait un gros organisme multicellulaire, soit vous en faites 2, soit 3, mais je vous invite à vous regrouper et de marcher jusqu'à un petit bout de la prochaine station en étant un organisme multicellulaire. Et je vais vous prendre une petite photo. J'ai vécu 10 ans en Chine et 2 ans au Tibet et ça m'a beaucoup marqué. J'ai appris plein de choses. Et puis j'ai 3 enfants à l'école normale supérieure tout près d'ici. J'ai une philosophe, un biologiste et un physicien. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'ils m'expliquent des choses extraordinaires et ceux qui m'ont sensibilisé à l'environnement d'ailleurs. Tu vois. Voilà. Et toi tu bosses dans quoi, Florent? Je bosse dans ce qu'on appelle les comptabilités écologiques, c'est-à-dire qu'on essaye de comptabiliser pas seulement ce qu'un dirigeant d'une entreprise va créer comme valeur pour son actionnaire, une valeur financière,
Mais il y a aussi d'autres gens qui nous ont confié des capitaux, c'est la nature et c'est la société. Et on va essayer de mesurer ce que chaque acteur économique crée ou détruit comme valeur de ce que lui ont passé ses actionnaires, tu vois. Et comment s'appelle la super cellule dans laquelle tu travailles, dans laquelle tu es un organite? Alors, c'est une mouvance de revoir le capitalisme à cette zone-là. Moi, j'ai une petite société qui s'appelle Tech for Life, mais c'est une toute petite cellule, voilà. Il y a un mouvement, il y a pas mal de gens qui pensent qu'aujourd'hui, on doit rendre des comptes sur ce qu'on fait à la nature. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Tech for Life, c'est lié à Emmanuel Delannoy, il me semble que... J'étais avec lui il y a 3 jours, vous voyez, sur un truc de biodiversité. Il parle de l'entreprise régénératrice, oui. Donc le modèle régénératif, oui, c'est assez proche, oui. Ah, c'est étonnant, les petits hasards de la vie. Oui, c'est ça. On se croise, les cellules se croisent et se recroisent. François, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais guide de voile. Est-ce que tu trouves une jonction, des points communs entre cette balade et le fait d'être sur un bateau? Alors, le vent dans les oreilles et les cheveux déjà, premier point commun. Être présent au grand air dans la nature. La complicité, la proximité avec les gens, presque l'obligation de créer des liens et de vivre de beaux moments. De composer aussi avec finalement le caractère, les envies, les limites de chacun. Donc il y a tout un côté humain, nature. C'est fou parce que vu que c'est un podcast, les auditeuristes ne se rendent pas compte, mais toi et moi là, on est bras dessus, bras dessous. Ouais. Parce qu'on explique dans quelles circonstances. Alors notre animatrice nous a demandé d'imager le regroupement cellulaire. Donc dans l'histoire de la Terre, on est passé des organismes unicellulaires aux organismes pluricellulaires en continuant la marche, en nous tenant bras dessus, bras dessous, par petits groupes de 3, 4, 5. Donc nous, on était 10, même 11 au début. Et il y a eu une méiose. On est devenus 2 entités différentes. Exactement, par les obstacles à parcourir au cours de notre balade, on a dû se détacher. On s'est retrouvés plus que tous les deux avec Marc à se tenir bras dessus, bras dessous, en arrivant au point d'arrêt suivant. Marc, ton fabricant de podcast préféré? Tout à fait, Marc. C'est une blague ou pas? Non, j'ai eu l'occasion d'écouter certains de tes podcasts, mais du coup la diversité aujourd'hui est tellement vaste que ça m'a rappelé que c'était des podcasts que j'avais appréciés et que je souhaiterais réécouter rapidement. Grand merci François. Toujours des groupes de dingue. C'est moi qui impulse ça. C'est ça, exactement. Alors, on va reprendre, même s'il nous manque une personne qui a été passionnée par les animaux. On a perdu le groupe maillot jaune. C'est bon? Ouais. Oui. Je voudrais savoir, on est à combien de continents? Alors c'est vrai, j'en parle pas beaucoup, ça va revenir un peu plus tard dans l'histoire, les continents. Ils font tranquillement leur cycle là de supercontinents, etc., etc. Et pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le récit, donc je les nomme pas. Et tout à l'heure, tu verras, je vais commencer à les nommer à nouveau parce qu'il y aura des impacts qui vont nous intéresser. Mais pour l'instant, la vie est dans les océans, donc finalement, le fait qu'il y ait des supercontinents qui se disloquent, etc., ça n'a pas beaucoup d'impact jusque-là. Alors là, nous sommes il y a 1,2 milliard d'années. On est le 27 septembre, donc ça commence à bien avancer dans l'histoire. En fait, pour vous repérer, on a fait le tour entier du parc. Et la dernière ligne droite, on va reprendre l'allée centrale, ce sera la dernière ligne droite de l'histoire, quoi. Je ne peux pas dévier d'1 centimètre. Alors, jusqu'ici, on a donc parlé de reproduction et on a vu qu'il y avait plein de questions en suspens sur le clonage, etc. Mais à ce stade-là, il y a 1,2 milliard d'années, c'est l'apparition de la reproduction sexuée. Et je ne vais pas faire trop long parce qu'on pourrait en dire en fait des tas de trucs et moi j'adore ce sujet-là parce qu'en fait c'est hyper fin comme sujet, il y a plein de choses à raconter. Et là on va faire court pour vraiment s'assurer que, on a mis un petit peu plus de temps que d'habitude pour s'assurer qu'on termine bien à l'heure. Mais je veux juste nommer ce que ça représente comme petite révolution philosophique, la reproduction sexuée. C'est-à-dire que jusqu'ici, en tant que soit cellule, soit organisme multicellulaire, j'avais besoin de personne d'autre pour me reproduire, c'est-à-dire simplement par mitose, donc séparation de mon matériel génétique en deux, je peux donner lieu à des enfants qui sont des clones de moi-même, donc même information génétique. Et ce qui a fait la variété du vivant jusqu'ici, c'est que dans ce processus de clonage, il y a toujours des petites erreurs de réplication de mon matériel. Et donc ces petites erreurs font qu'il va y avoir des caractéristiques différentes qui apparaissent dans le vivant. Et parfois, il y a des petites erreurs qui sont bien utiles et donc qui perdurent et qui résistent quelque part au grand nettoyage de l'évolution, j'ai envie de dire. Et puis d'autres erreurs qui sont inopérantes et qui disparaissent.
la reproduction sexuée, c'est l'apparition de types sexués. Donc ça veut dire que maintenant, je ne vais plus diviser mon matériel génétique en deux. Je vais en prendre la moitié toujours, mais je vais le mélanger avec la moitié du matériel génétique de quelqu'un d'autre, d'un autre type sexuel. Alors on est très habitués, nous, parce que c'est comme ça que nous on fonctionne, d'avoir deux types sexuels différents, mâles et femelles. Mais en vrai, il y a des organismes qui en ont plus. Par exemple, il y a des champignons qui ont plusieurs milliers de types sexuels, je crois même. Donc ça veut dire qu'un type sexuel 1 peut se reproduire avec le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou le 6. Donc ça, en fait, c'est même beaucoup plus efficace d'avoir plein de types sexuels différents. Ouais, la seule règle pour ces champignons, c'est qu'ils doivent choisir un type qui est autre que le leur, en fait. C'est toujours la règle de la reproduction sexuée. C'est-à-dire, on a forcément besoin d'un autre type sexué que le nôtre, mais n'importe lequel. Donc quand on n'en a que deux, on n'a pas le choix. Et en fait, c'est assez peu efficace d'avoir que deux types sexuels, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le choix, en fait. On est obligé de prendre l'autre 50% de la population. Alors que pour les champignons, qui peuvent avoir plusieurs milliers de types sexuels différents, si je suis d'un type 1, je peux choisir n'importe lequel des autres types pour me reproduire. Et donc, cette apparition de gamètes sexuées différentes, c'est assez drôle parce que par exemple, dans notre cas, où on a deux types sexués différents, on a créé deux gamètes différentes qui ont des stratégies hyper différentes pour la reproduction. C'est-à-dire, on a fait d'un côté un ovule, qui est une grosse cellule avec plein de réserves énergétiques à l'intérieur. Donc c'est très coûteux en énergie de produire un ovule, mais ça a toutes les réserves qu'il faut pour faire le bébé, en fait pour le démarrage du bébé. Et d'un autre côté, le spermatozoïde qui, lui, n'a aucune réserve. Donc en fait, il ne peut pas aller bien loin, entre guillemets. Mais par contre, la stratégie du spermatozoïde, c'est qu'ils sont très nombreux. Et donc le vivant a choisi comme ça, en créant des types sexués différents, des stratégies potentiellement très différentes pour les différents types, qui à des moments se rejoignent. Donc dans notre cas, un ovule, un spermatozoïde. Et donc mélange chacun la moitié de leur matériel génétique pour créer plus de diversité génétique. On comprend bien intellectuellement pourquoi c'est intéressant de mélanger plus de diversité génétique. C'est ça qui va permettre d'aller un peu plus vite que la petite erreur de copier-coller qui fait que ça a fait une nouveauté. Là, forcément, en mélangeant le matériel génétique, il y a une porte ouverte à beaucoup plus de variété. Mais ce qu'on dit comme ça de manière évidente en se disant « Ah bah oui, du coup, c'est évident, la sexualité, c'est hyper pratique », en vrai, pour les scientifiques, c'est pas du tout trivial. Parce qu'en fait, c'est super pas efficace de se reproduire par voie sexuée. Là où avant, une bactérie, par exemple, qui voulait se reproduire par clonage, on va faire un petit jeu pour bien se le représenter. Je vais prendre deux bactéries. Vous voulez bien jouer les deux bactéries du début? Donc vous êtes asexués, vous êtes ni mâle ni femelle. Vous allez vous cloner chacun en deux filles. Donc vous allez vous mettre ici pour vous êtes la première génération. Et chacun d'entre vous, vous allez avoir deux bactéries filles. Donc je demande à deux personnes de se mettre devant notre première bactérie. Voilà, vous êtes les deux enfants. Alors il en faut deux là-bas. Voilà, il en faut 4 du coup. Voilà, donc là au bout d'une génération, on est parti de 2 bactéries. Au bout d'une génération, il y a 4 enfants. Si je fais encore une génération, chacun de vous, vous vous séparez encore en 2, vous n'êtes pas assez. Mais vous voyez, vous multipliez par 2, ça fait 8. Etc. etc. Au bout de, je ne sais plus les chiffres, mais au bout de... Non mais c'est 2 puissance 10, ça fait 1000 quoi. À peu près 1024 quoi en fait. Donc au bout de 10 générations, on est 1000. Au bout de 20 générations, on est... ça fait quoi du coup 10 000 ou 1 million? Ça va vite? Tu sais faire le compte? Sans doute 1 million, oui. Ouais, c'est ça. Bref, on arrive vite au milliard en fait, en très peu de générations. Maintenant, on fait le même exercice. Donc les enfants, vous pouvez vous enlever pour l'instant. Ah bah les bactéries, c'est très rapide, le clonage. Ouais. Donc ça va très vite avec le temps. On reprend maintenant la reproduction sexuée. Du coup, toi tu es du type sexuel 1 et toi du type sexuel 2. Vous avez besoin l'un de l'autre pour vous reproduire. Donc vous allez au bout d'une génération et on va garder le même truc que les parents donnent 2 enfants. Même nombre d'enfants. Donc on va mettre 2 enfants devant vous. D'accord? Est-ce qu'il y a 2 enfants qui veulent se placer devant vous? Donc au bout d'une génération, il y a 2 enfants. En moyenne, c'est un garçon et une fille. En moyenne, d'accord? Et donc, vous allez chacun avoir besoin d'un autre partenaire pour vous reproduire aussi. On oublie que vous êtes frères et sœurs. On dit que vous êtes partenaires sexuels à nouveau. Donc, vous allez donner, vous deux enfants. Donc, il y a 2 enfants qui se mettent devant. Et en fait, on voit qu'au fil du temps, avec la reproduction sexuée, c'est constant. C'est-à-dire, on est parti de 2 parents. Et au fil du temps, on a toujours, si on fait 2 enfants, la population n'augmente pas. Mais tu aurais pu faire qu'un seul enfant. Et même, ouais. Mais tous les 2 ans. Ouais. Oui. Alors je dis 2 parce qu'on dit souvent que c'est le nombre minimal d'enfants qu'il faut pour que la population survive quand il y a 2 types sexués.
D'accord? Donc il faut le même nombre, en fait 2,3 parce que tous les enfants ne se reproduisent pas. Donc ce que vous voyez, c'est que la reproduction sexuée, c'est hyper pas efficace en fait. Je pars de 2 individus et ça reste 2 éternellement. En fait, c'est pas top quoi. Donc il y a vraiment ce paradoxe entre la reproduction sexuée, c'est pas du tout efficace. Donc en vrai, ça aurait pas du tout être dû intéressant d'opter pour ce moyen-là de reproduction. Et alors qu'aujourd'hui, 90% des espèces de la Terre se reproduisent par reproduction sexuée. Donc ça a été encore un gros buzz, ce truc-là. Ça a vraiment eu du succès. Et c'est le paradoxe mais néanmoins sur le plus long terme, ce brassage génétique va permettre plus de diversité, va permettre par exemple de mieux résister à des parasites à une échelle de temps très courte, parce que par brassage génétique, on va pouvoir assez rapidement s'adapter. Donc voilà ce que je voulais dire sur la reproduction sexuée. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses à ajouter sur ce sujet-là? Est-ce que les bactéries font aussi la reproduction sexuée ou elles sont toutes restées à la reproduction asexuée? Alors c'est une bonne question. À ma connaissance, les bactéries, elles restent par clonage, mais il y a plein d'espèces sur Terre qui font de la reproduction bizarroïde, c'est-à-dire qui peuvent faire par exemple les deux, clonage et reproduction sexuée. Il y a de la reproduction par parthénogenèse, c'est ça? C'est-à-dire où finalement on n'a pas besoin de l'autre type sexué pour se reproduire, strictement parlant. Il y a plein de formules différentes de sexualité. La parthénogenèse, et c'est une erreur que j'ai commise, est une reproduction sexuée avec des résultats de type asexué. C'est-à-dire que c'est quand même classé dans la reproduction sexuée la parthénogenèse. Parthéno, c'est le parthénon en grec, ça veut dire la vierge. Enfin, bref, c'est quand même une reproduction sexuée avec un résultat similaire parce qu'on garde, en fait, on garde que le matériel génétique de la femelle. Et tu parlais tout à l'heure de ceux qui sont ceinture et bretelles. Un des meilleurs exemples les plus connus, il y en a plein autour de nous, c'est les pucerons. Peut-être que tu allais le dire. J'allais le dire, mais vas-y. Non, et dont la reproduction, dont la stratégie est relativement claire. C'est-à-dire qu'à la belle saison, quand ils ont besoin de tout coloniser, de coloniser toutes les niches, etc., pratiquent cette reproduction asexuée qui est infiniment plus facile à faire et moins coûteuse en énergie, qui leur permet de se reproduire par millions. Et par contre, à la mauvaise saison, c'est là qu'il peut y avoir une reproduction, à l'automne, il peut y avoir une reproduction pour le coup sexuée pour pouvoir survivre aux aléas. C'est-à-dire que s'il y a besoin de s'adapter parce qu'il fait trop chaud, que c'est trop acide ou trop froid, etc., l'option reproduction sexuelle vont permettre, comme tu disais si bien, de mélanger les gènes et donc de produire des variants qui seront sélectionnés par tout simplement l'évolution, le grand ami de la vie, les sélections naturelles. Ça va sélectionner au hasard ceux qui sont le mieux adaptés à tel ou tel aléa. Exactement, les pucerons, nos amis les pucerons, qui est l'exemple typique des deux, ouais. Donc le schéma, c'est l'un ou l'autre, c'est pas ça la réalité. En vrai, c'est beaucoup plus subtil, ouais. Ok, donc je vais vous inviter à former des binômes et parler de votre vie sexuelle. Non, c'est une blague. C'est une blague. Parlez de ce que vous voulez. Je vais vous inviter à réfléchir simplement. Quelle va être la prochaine étape à votre avis? Donc là, on a des organismes multicellulaires, des sortes de micro-algues, micro-champignons dans les océans qui commencent à... ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de matériel génétique et en plus maintenant ils brassent leur matériel génétique donc par reproduction sexuée. Donc ça va vraiment, on sent que là il y a tout qui est mûr quoi pour qu'il se passe des trucs quoi. Donc c'est quoi la prochaine étape du vivant? Je vais vous inviter à essayer de deviner ça pour le prochain stop. Alors... Qui c'est que j'ai pas... Non, c'est bon, j'ai un peu eu tout le monde. C'est un binôme là? T'es obsédé du binôme? Non, pas du tout. Mais je trouve ça intéressant de rencontrer les gens par ce biais. Qu'est-ce que tu as pensé de ces histoires de l'apparition de la reproduction sexuelle il y a 1,2 milliard d'années? Ça t'a laissé dans quel état? Ouais, je sais pas trop quoi te répondre. Tu me fais vraiment penser à un navigateur typique, c'est-à-dire le mec un peu taiseux à la Tabarly, ou à la je sais pas qui, tu sais, on dit toujours que les navigateurs sont pas les gens qui bavardent beaucoup, et tu corresponds à cette image. Ah, je sais pas, ça va dépendre des contextes, je pense. C'est vrai que dans des groupes nouveaux, je mets un petit peu de temps à me détendre, à me lâcher. Mais comme je disais tout à l'heure, tu t'en es pas rendu compte, c'était très touchant, et moi non plus d'ailleurs. On est resté, alors que tu sais, ces fameux groupes bras dessus bras dessous qui se sont formés pour illustrer les métazoaires, c'est-à-dire les animaux, les pluricellulaires, on va dire. En fait, à la fin, on est resté bras dessus bras dessous, aucun de nous deux s'en est rendu compte. Donc tu as franchi ta barrière de timidité. Ouais, complètement. C'est peut-être parce que je t'ai prêté ma veste et je veux pas devoir partir avec. Non, mais complètement. On s'est pris à l'exercice et finalement... Passer le petit étonnement du départ, c'est pas si désagréable
toucher à la proximité avec des inconnus. En ce sens, et là je parle pour moi, je trouve cette balade est très réussie humainement. Ah ouais, clairement, je partage complètement. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en arrivant et c'est vraiment un super moment. Marianne, je te re-alpague. Qu'est-ce que tu as pensé de ces histoires d'apparition de la reproduction sexuée ? Alors c'est super intéressant parce qu'effectivement c'est un tournant majeur pour la diversification. Et alors je me suis du coup posé la question si c'était à ce moment-là aussi qu'apparaissait la sélection sexuelle ou si ça vient après. Et si c'est à ce moment-là que la compétition finalement apparaît entre les individus ou si c'est après. C'est une question ouverte que je me pose. À laquelle j'ai pas toutes les réponses. Mais on a vu qu'il y avait d'abord les pluricellulaires, c'est déjà une étape. C'est-à-dire les tout petites algues, les tout petits champignons, etc. Et les métazoaires, c'est-à-dire les animaux comme nous, c'est longtemps après. Et donc, quand tu parles de sélection sexuelle, dont Darwin a beaucoup parlé, ces fameux animaux-là, je pense qu'ils vont arriver dans une prochaine étape de notre balade. Par exemple, on va arriver tranquillement à l'explosion cambrienne. Ça doit te dire quelque chose. Complètement, oui. Mais c'est vrai que finalement, avant, quand on se reproduit par clonage, on n'a strictement aucun intérêt à interagir avec un certain autre individu plutôt qu'un autre, alors que quand finalement la reproduction sexuée apparaît, là on doit interagir forcément avec certains individus spécifiques. Donc j'imagine que c'est vraiment le début de nouvelles interactions. Je me pose aussi la question du mouvement. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que là, si on a déjà quelques organismes pluricellulaires, de nouvelles stratégies s'élaborent pour pouvoir se mouvoir et donc mieux interagir avec certains types d'organismes en particulier, d'autres individus potentiellement compatibles ou au contraire, est-ce que la prédation aussi peut apparaître un peu plus à ce moment-là ? C'est plein de questions que je me pose. Marianne, tu as quel âge ? J'ai 24 ans, presque 25. Tu as l'air passionnée par le vivant, par la vie. Absolument. Et il y a Sandrine qui réintervient. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.